C'est notre responsabilité républicaine de prévenir les processus de radicalisation. Les prévenir, c'est d'abord être en capacité de les identifier et de les signaler. C'est un processus évolutif qui prend différentes formes selon les personnes et que donc nous devons faire preuve de discernement. Je crois que le maître mot c'est le discernement, c'est l'endroit où on va placer le curseur, à savoir ce qu'on veut repérer. Donc je pense que notre borne à tous et notre point de mire à tous, c'est effectivement de prévenir des actes violents sur le territoire. Donc je pense que c'est la borne, c'est le passage à l'acte violent. Donc il n'y a pas de règle. C'est différent selon les personnes, c'est différent selon les cas. Ce qu'on peut dire effectivement, c'est que c'est un faisceau d'indices, qu'en tout cas l'apparence vestimentaire et physique ne suffit pas, et qu'il faut être en capacité d'objectiver ce qu'on voit et de le dépassionner aussi, parce que bien souvent quelqu'un qui est face à un processus de radicalisation a tendance lui-même à avoir des difficultés à être objectif dans sa vision des choses. Alors, je parlais, moi, de faisceau d'indices. On peut considérer qu'il y a effectivement trois dimensions qui sont caractéristiques. Un processus évolutif, une attitude extrémiste et une propension, effectivement, à l'isolement, au repli sur soi et également à la violence. Alors, ces indices, quand je parlais de faisceau, parce que je crois que c'est important, effectivement, de considérer que c'est parce qu'il y a des éléments cumulatifs qu'on peut commencer à parler, effectivement, d'un processus de radicalisation et que, isolé, pris seul, l'indice ou l'indicateur ne fonctionne pas. Alors, plusieurs possibilités. D'abord des indicateurs qui sont des indicateurs de rupture. Une rupture qui peut être sociale, une rupture qui peut être amicale, ça veut dire qu'on quitte ou on s'éloigne de ses amis. Des ruptures qui peuvent être professionnelles ou scolaires. Des ruptures qui peuvent être d'une certaine manière aussi familiales. Ensuite, il y a effectivement cette question du changement de l'apparence physique qui est un critère important, mais qui encore une fois ne doit pas être pris seul. D'accord ? Parce que je pense que seul, il n'a pas de valeur suffisante. Vous pouvez y ajouter cette question de la pratique religieuse aussi ritualisée et qu'on a tendance à imposer d'une certaine manière à son entourage. Alors cette pratique religieuse ritualisée qu'on impose, ça peut être des interdits par exemple vestimentaires, des interdits alimentaires, de la destruction de photos, le rejet de la musique aussi est un indicateur important. Ensuite, une autre caractéristique, c'est sûrement cette question de l'environnement personnel qui peut être problématique. Alors, il y a souvent une question d'image du père, ou tout du moins d'une image familiale ou d'un environnement familial qui peut être un petit peu complexe. Effectivement, une recherche de reconnaissance, de reconnaissance identitaire. Donc, on cherche à se faire valider d'une certaine manière par un groupe. Il y a la question aussi de l'usage des réseaux. Énormément de ces personnes qui sont en voie de radicalisation ont une utilisation importante des réseaux sociaux et d'Internet en général. Des stratégies de dissimulation aussi, par exemple sur certains projets qu'on peut avoir. On sait que par exemple les projets de départ sur zone de conflit sont bien souvent évidemment dissimulés à la famille. Donc cette question de la dissimulation, question aussi de son rapport à l'autre sexe, donc soit du rejet, soit de l'évitement. Ça peut être un refus de travailler dans des groupes qui sont mixtes, un refus de saluer, de serrer la main à une personne d'un autre sexe, refus aussi d'une certaine manière d'utiliser du matériel qui par exemple a déjà été utilisé par quelqu'un de l'autre sexe. Ensuite, on a cette question de la théorie et du discours. Ce sont aussi ces personnes qui sont dans ce processus de radicalisation, s'enferment souvent dans des théories et dans des discours qui sont alors conspirationnistes, qui sont créationnistes. Cette question de sociétés secrètes qui dirigeraient le monde revient assez régulièrement. Alors il y a un ensemble de choses autour de ça qui sont formulées, sur lesquelles il faut être attentif, effectivement. Les comportements identitaires. La remise en cause et un rejet du collectif aussi, par exemple, vous avez le rejet de l'autorité, le rejet de certaines valeurs démocratiques, le rejet évidemment des valeurs de la République. Cet ensemble-là est aussi un marqueur assez important. Et puis évidemment, cette question du le prosélytisme, ça veut dire on cherche à convaincre et on cherche à effectivement recruter en quelque sorte d'autres personnes dans son entourage. Dernière chose qui là est à prendre, parmi d'autres, et qui ne
concerne pas forcément tout individu en voie de radicalisation, c'est la question du profil pénal ou judiciaire, parce qu'effectivement, certaines de ces personnes ont un passé judiciaire, ou un passé pénal, ou un passé de délinquant, qui peut être en lien avec une entreprise terroriste ou pas, mais effectivement, il peut y avoir des options de cette nature, en tout cas des questions de cette nature. La question aussi pour les personnes incarcérées, de leurs relations et de l'influence qu'elles peuvent avoir, soit sur d'autres détenus, soit de l'influence que peuvent avoir sur elles-mêmes certains détenus. Donc l'entourage là, dans ce cadre-là, dans ce cadre pénal et judiciaire pour les personnes incarcérées est important, par exemple. Alors très clairement, dans un premier temps, l'aggravation, hein, l'aggravation de ce processus de radicalisation qui généralement se fait à l'insu de l'entourage. Deuxièmement, le risque de départ, et notamment pour les plus jeunes sur des zones de conflit. Et troisièmement, le risque d'action terroriste ou de commission d'attentats sur le territoire, hein. Alors d'abord, c'est observer la personne, le processus de façon objective en essayant effectivement d'avoir des éléments factuels, hein, qu'on est en capacité de recueillir. Deuxièmement, c'est engager le dialogue, hein. Il est important d'engager le dialogue de façon respectueuse et bienveillante aussi avec la personne, parce que c'est aussi en engageant le dialogue qu'on va avoir des éléments supplémentaires. Troisièmement, c'est recouper ces informations avec des proches, avec des collègues, pour effectivement voir si l'intuition qu'on a est bonne, ou si l'intuition qu'on a peut être minorée par des éléments qu'on n'a pas à notre connaissance. Quatrièmement, bien évidemment, s'assurer et en référer à sa hiérarchie pour construire avec la hiérarchie les modalités d'un éventuel signalement, et puis en dernier lieu, procéder au signalement, hein. D'abord parce que ça permet peut-être tout simplement d'interrompre ce processus de radicalisation. Ensuite, interrompre un processus de radicalisation, c'est protéger la personne, et notamment les plus jeunes, les protéger d'un éventuel départ sur une zone de conflit. Ensuite, très clairement, hein, ça protège aussi le territoire d'éventuels attentats qui pourraient se produire. Et dernièrement, ça nous permet de protéger et de porter nos valeurs de la République, de porter les valeurs de notre société qui sont basées sur la laïcité, sur la liberté de conscience, sur le droit de croire ou de ne pas croire.